bienvenue puisque dans cet amphithéâtre, dans cette agora très pleine ce soir, comme toujours, pour les leçons inaugurales, vous êtes beaucoup fidèles acteurs de la vie de l'école de Grenoble, mais aussi beaucoup de partenaires de l'école à l'extérieur de l'école elle-même, hors les murs, à la ville, à la région Rhône-Alpes. Et puis aussi, vous êtes beaucoup de nouveaux étudiants de l'école d'architecture de Grenoble, venant commencer un cursus ici en première année. Alors, au nom de l'école et au nom de ses enseignants, de ses professeurs, je vois que Françoise Véry nous rejoint, que Patrice Dohat est là, que Pascal Aurelais va nous rejoindre, nos enseignants associés. Au nom de l'école, donc, je suis très heureux qu'on puisse accueillir ce soir Dietmar Fechtinger, parce que la leçon inaugurale dans l'école d'architecture de Grenoble est un moment tout à fait spécifique. Vous savez qu'on a un grand cycle des séquences d'architecture que porte Brigitte Champsavoir et qui se veut pouvoir rythmer les enseignements et la recherche de l'école et les innovations de l'école par une série de conférences prononcées par des invités, sans enfermer ces invités dans le seul métier d'architecte. On invite beaucoup de paysagistes, de designers, d'urbanistes, de philosophes, de chorégraphes ou d'artistes, voire peut-être à l'avenir d'hommes politiques, pour autant qu'ils s'intéressent à l'architecture et à la cause sociale. Et la leçon inaugurale est un moment particulier dans le rythme de ces conférences, parce qu'on essaye de faire appel à quelqu'un qui est l'épaisseur du temps. On dit, c'est une banalité souvent, que pour être architecte, il ne faut pas simplement les 5 ans des études de maintenant qui conduisent au diplôme d'architecte d'État, voire complété maintenant par un doctorat en architecture qu'on peut faire à l'école de Grenoble, mais que c'est beaucoup plus long, que c'est presque aussi long que de former un maçon. Et un maçon, ça ne se forme pas en 6 mois, ça se forme très longuement. Et donc une leçon inaugurale qui vient accueillir, comme je l'ai dit, au-delà des partenaires extérieurs de l'école, au-delà d'un public plus large que de ceux qui se forment en architecture, qui vient accueillir les premières années, une leçon inaugurale doit être portée par quelqu'un qui a ce recul d'une formation en architecture, de formation complémentaire, mais aussi d'une expérience. Et le métier d'architecte est très dur, et à un moment où le monde s'interroge, où le monde a des soubresauts, on parle beaucoup, vous savez, de la bourse, mais les soubresauts du monde, pour ceux qui ont faim ou pour ceux qui sont mal logés, ils ne datent pas de la bourse. Dans ces moments aussi importants que ceux-ci, il est important d'avoir des personnes qui ont un recul. Donc voilà, comme les fiches sont très bien faites, je ne vais pas présenter Dietmar Fechtinger, simplement vous rappeler qu'il s'est formé dans un pays qui n'est pas étranger, puisque c'est l'Europe, l'Autriche, à Graz, qu'il a une agence qui est à la fois à Paris et à Vienne en Autriche, qu'il il est devenu célèbre, mais que la célébrité, il y a plusieurs façons que de la voir, et que c'est la passerelle Simone de Beauvoir qui l'a fait connaître, mais que ce n'était pas le premier pont, ni le dernier pont peut-être qu'il jettera dans nos territoires. Et je ne vais pas le présenter plus longuement, puisqu'une leçon inaugurale est faite pour être prononcée par celui qui la prononce. Je vous demande simplement d'applaudir. Bonsoir. Donc, merci pour l'introduction. Je suis très honoré d'être ici, évidemment, aussi de vous voir si nombreux. Effectivement, comme ça a été dit en introduction, en fait, une conférence, c'est toujours quelque chose qui peut être assez marquant, en fait, dans la vie d'un étudiant, et effectivement, peut-être aussi la leçon inaugurale, d'autant plus, parce que effectivement, c'est vrai, en fait, il y a beaucoup d'entre vous qui commencent, qui ont fait un choix, donc, pour tenter, l'aventure en architecture. Et pour commencer, justement, vous êtes, je sais pas comment dire, mais en fait, j'ai aussi amené mon fils, en fait, ce soir, qui est ici dans la salle, parce que lui aussi, il a pris la même décision, en fait, à ma grande surprise. En fait, je pense on l'a beaucoup amené, en fait, à des musées, à voir des choses. En fait, on a jamais pu se passer, en fait, de s'arrêter à un endroit parce qu'on connaissait, je sais pas, un tel bâtiment qu'il fallait absolument encore voir.
Et ça, il a subi, et il a accompagné. Bon, au départ, je pense qu'il trouvait ça amusant. Après, je sais pas, jusqu'à 12, 13 ans, en fait, il accompagnait. Bon, il pouvait pas faire autrement, évidemment. Et il avait une période où il a plutôt, où il était plutôt un peu distante et tout ça. Donc, je sais pas, voilà. Et tout d'un coup, il nous surprend avec cette décision de vouloir donc essayer les études d'architecture. Et bon, moi, je m'en réjouis. Je trouve ce métier qui est extrêmement fascinant, qui est extrêmement riche, qui a beaucoup de facettes, qui a beaucoup de possibilités. Et du coup, en fait, justement, je voulais l'amener parce que bon, peut-être c'est une façon aussi de lui raconter un peu sur ce que je fais, un peu indirectement. Peut-être une occasion qu'on n'a pas si facilement en fait en étant vraiment direct. Je pense que c'est justement quand je disais c'est aussi une responsabilité que je sens presque un peu lourde, c'est que il avait quelques conférences qui m'ont extrêmement marqué dans ma vie étudiante. Peut-être, en fait, justement, j'ai de grands souvenirs et souvent plus que justement ce que j'ai appris peut-être un peu au quotidien à l'école. Et je me rappelle d'une conférence qui était faite par Coop Himmelblau. Donc il avait à l'époque donc deux partenaires, donc c'est Wolfgang Brix et Monsieur Sutzinski, et tous les deux en fait ils ont été là. J'étais au 2e ou 3e semestre et c'était vraiment un grand événement. Et justement c'est un peu ce que je retrouve ici, c'est que finalement les conférences, en fait, pour nous étudiants, c'était vraiment l'événement. Il fallait y aller, il fallait y assister parce que c'était quelque chose. Et il y avait des gens de l'extérieur qui venaient. Et donc, Coop Himmelblau à l'époque, ça fait un petit moment. On était relativement jeunes, on pratiquement rien construit. On fait que des actions et on lit aussi un manifeste. Et à l'occasion de la conférence, ils ont aussi eu la possibilité de faire une sorte de happening. Et l'université à Graz, en Autriche, où je fais donc c'est l'université technique, où j'ai fait mes études. Donc c'est un bâtiment qui est un bâtiment assez, bon, au début siècle, en fait, plutôt un bâtiment assez costaud, classique. Et dans la cour de l'école, ils ont installé une aile en acier qu'ils ont fait brûler. Donc, après avoir lu un manifeste qui était quand l'architecture est froide, elle doit être froide comme un glaçon, et quand elle est chaude, elle doit brûler. Et à partir de ce moment-là, en fait, ils ont enflammé en fait cette aile. Il avait des pompiers de partout. C'était extrêmement impressionnant. Il avait des rideaux d'eau en fait dans la cour pour protéger justement le bâtiment. Ça durait, je crois, 5 secondes, mais tout le monde en parle toujours. Et c'était vraiment intéressant comme expérience. Et je pense aussi aujourd'hui, pour moi, c'est intéressant parce qu'en fait, ces gens-là, donc, bon, c'est pas une conférence sur Coop Himmelblau, mais plutôt sur le contenu peut-être, c'est que, en fait, c'était des architectes qui ont été extrêmement enthousiastes, qui ont marché vraiment beaucoup par les idées, par la philosophie qu'ils ont voulu transmettre. Et je pense que c'est ça qui est important, c'est qu'à travers d'une pensée que finalement une architecture se construit. Si aujourd'hui c'est une agence qui est très très connue et qui a fait peut-être une philosophie aussi un style, je pense qu'on peut le critiquer, on peut aussi comprendre. Il y a un bâtiment qui va se construire qui est pas loin d'ici, qui est le musée des Confluences. Je pense qu'il y a quand même une force énorme à ces architectes, c'est de maintenir, c'est de tenir surtout, et de réaliser finalement des bâtiments qui peuvent être extrêmement controversés, mais qui ont un grand intérêt. Et donc voilà, donc par rapport à cette charge lourde que j'ai senti un peu quand on m'a dit, en fait, voilà, c'est la première leçon, c'est quelque chose. Voilà, donc parlons un peu de qui je suis. Donc je suis d'origine autrichienne, donc formation donc université technique, donc en Autriche.
Effectivement, il y a 2 formations, même 3 maintenant pour devenir architecte. Il y a l'université technique, donc qui est une formation qui est assez basée sur la construction, sur la manière de bâtir. Il y a l'académie qui est à Vienne, donc qui est plutôt une sorte de filière artistique, si on veut, en fait, entre guillemets. Et maintenant, en fait, très récemment, il y a une filière qui est une sorte de, en fait, qui appartient pas vraiment à des universités, mais qui est un autre cursus qui est peut-être plus encore orienté vers la profession directement. En Autriche aussi, après avoir fait les études, avant, c'était 5 ans pour pouvoir devenir architecte. Aujourd'hui, c'est 3 ans, donc il faut pratiquer après avoir reçu le diplôme, qui est le diplôme d'ingénieur diplômé. Il fallait pratiquer pendant 5 ans en agence pour pouvoir passer après un examen et pour devenir architecte. Aujourd'hui, c'est 3 ans et c'est quelque chose qui se rapproche un peu à la formation en France maintenant, en fait, qui s'appelle HMO, qui est de 6 mois. Et qui est, je pense, quelque chose qui est une sorte de compromis européen, de pouvoir aussi retrouver une certaine comparaison des métiers. Tout en sachant que, bon, pour nous, donc, après avoir fait le diplôme, c'était toujours quelque chose qui était un peu lourd, qui était un peu chiant et qui était pas forcément très bien perçu d'être obligé de rester 5 ans en agence parce qu'après les études, et les études duraient longues chez nous, en fait, c'était un système qui était assez universitaire, donc qui était assez libre de choix et surtout les projets, souvent ça s'étirait. Et il n'y avait pas un système qui est un peu scolaire comme c'est aussi aujourd'hui en Autriche, mais que moi j'ai vécu en France, où c'est un rythme vraiment par année. C'était un rythme un peu libre et on pouvait, si on voulait, ou si l'enseignant voulait, pouvait rester sur un projet assez longtemps et ça faisait durer des études parfois extrêmement longues. Ça passait, en fait, il y avait des gens qui avaient déjà la famille avant d'avoir le diplôme et ça donnait aussi l'occasion, et ce qu'il était important et ce qu'il était intéressant pour moi aussi, de travailler à côté. J'ai beaucoup travaillé en agence quand j'étais étudiant. Je pense que j'ai certainement plus appris en agence qu'à l'université. C'est peut-être difficile de le dire dans une leçon inaugurale parce que ça ne veut pas vouloir vous inciter à ne pas venir en cours. En fait, je pense qu'il y a des choses qui sont extrêmement importantes et extrêmement bien qui sont enseignées, mais je pense qu'il n'y a rien qui passe à côté de la pratique. Et je pense qu'on comprend aussi bien, beaucoup plus en fait ce qu'il est enseigné, quand on voit vraiment comment le métier d'architecte est vécu et à quoi ça sert tout ça. Et donc moi, je travaillais dans des agences à l'époque. Il y avait quelque chose qui s'est appelé, qui s'est aussi un peu porté vers l'extérieur. On appelait ça l'école de Graz. Il y avait un certain nombre d'architectes. En fait, je cite Ginke, Kada et Huth, en fait, pour lesquels j'ai travaillé, qui sont un peu qui sont été des architectes assez importants en fait pour cette ville qui est la deuxième ville en Autriche, mais qui est toujours pas une très très grande ville. Et donc après, j'ai décidé donc de quitter l'Autriche. Et pour moi, Vienne, c'était pas une alternative. En fait, évidemment, pour quitter l'Autriche, c'est pas Vienne, mais pour quitter la petite ville, pour aller dans une plus grande. Nous, on regardait toujours, en fait, vers Paris. Il y avait les revues d'architecture. L'architecture d'aujourd'hui, c'était une de nos revues préférées. Et j'en suis extrêmement désolé qu'aujourd'hui, en fait, on ne sait pas pour de survie. Et en fait, aujourd'hui, l'architecture aujourd'hui n'existe plus actuellement. Je crois, il est peut-être en train de renaître. Mais c'était important pour nous comme repère, en fait, la France, Paris. Et on regardait beaucoup et c'était un peu mon rêve de pouvoir travailler à Paris. Donc j'ai essayé, je parlais pas français et j'avais une occasion de pouvoir travailler à Lausanne et j'ai pris cette occasion. J'ai travaillé pendant 3 mois à Lausanne, mais en fait un peu le problème avec la Suisse, c'est que la Suisse est multilingue et même en étant dans un pays francophone, dans une partie de la Suisse francophone, on arrive très facilement
juste avec l'allemand. Et finalement, les 3 mois à Lausanne n'ont pas permis à apprendre le français du tout. Et donc j'ai quitté, je suis rentré. Je savais pas trop comment continuer, mais après avoir fait une sorte de service militaire, qui n'est pas un service militaire, mais qui est un service civil, qui remplace en fait ça, j'ai décidé d'aller direct. Et donc, arrivant en France, j'ai trouvé du travail. Et j'ai travaillé chez Schex Morel, Philippe Schex et Jean-Paul Morel, pendant à peu près 4 ans et demi, avant de me mettre à mon compte. Je me suis mis à mon compte parce que j'ai toujours pensé que c'était important de faire mes projets. C'était aussi, ça faisait partie du rêve. Et c'était compliqué parce que justement après un certain temps, en étant en France, nous a énormément plu. En fait, on adore Paris. En fait, quand je dis on, c'est ma femme Barbara et moi. En fait, pour les enfants, c'était pas aussi sûr. En fait, on a un fils donc qui avait 5 ans à l'époque, en fait, quand on est arrivé en France, et Yann, il avait 3 mois. Donc maintenant, ça fait presque 20 ans qu'on est là. Donc il y avait toujours des moments où j'ai pensé que c'était impossible de pouvoir s'installer en France, parce que de s'installer déjà comme architecte, c'était pas simple nulle part, ni en Autriche ni ailleurs, et en venant totalement de l'extérieur, c'était pas forcément gagné d'avance. Finalement, peut-être des raisons un peu familières qui ont aussi incité beaucoup à rester en France. Pas seulement l'amour pour Paris, mais aussi, et ça j'en parle parce que je pense que peut-être il y a un certain intérêt, c'est que finalement, il n'y a pas que l'architecture, mais il avait aussi la possibilité que finalement, Barbara aussi, elle pouvait s'épanouir dans le travail, parce que effectivement, en France, par rapport à l'Autriche, il y a une possibilité de pouvoir, en fait, pour les femmes aussi, de pouvoir travailler en ayant en même temps une famille. Et en Autriche, c'est extrêmement difficile. C'est extrêmement difficile. C'est toujours assez traditionnel, je trouve, par rapport à la répartition des tâches dans la famille. Et les enfants sont à l'école le matin. Et du coup, en fait, souvent, pour beaucoup des femmes, il y a un moment où il faut se décider entre famille et enfant. Et voilà. Donc ça, c'était une des raisons fortes que j'ai tenté quelque chose qui était a priori intentable pour moi à l'époque. Je n'ai pas pensé, mais puisque je voulais me mettre en compte, donc je l'ai fait, et donc j'ai eu beaucoup de soutien, donc de Philippe Schex surtout, donc qui a accepté de s'inscrire à des concours ensemble, aussi de me laisser faire, donc de m'associer à des projets. Et aussi, je trouvais ailleurs, j'ai trouvé des sous-traitances, et finalement, au fur et à mesure, donc c'était quelque chose qui était jouable, plus ou moins. J'ai continué toujours à faire des concours, des projets en Autriche et en Allemagne, parce que là-bas, en fait, le système des concours est différent du système de concours qu'on trouve aujourd'hui en France. Il y a beaucoup plus de concours ouverts, il y a beaucoup plus de concours donc, pour des jeunes architectes sans référence. C'était quelque chose qui était extrêmement important pour moi au début, parce que sinon, j'aurais jamais pu acquérir des références, même en projet, des références propres. Parce que bon, on sait tout, on fait des projets d'école, c'est important. Mais après aussi, je pense qu'il y a aussi une réalité donc de projets qu'on fait. Et il y a une sorte de palmarès en fait qu'on peut se construire. Donc, quand il y a des concours ouverts, c'est qu'il y a aussi le deuxième, troisième des mentions. Des deuxième, troisième prix, des mentions qui comptent. Et finalement, en fait, si on a une certaine expérience dans les concours, ça donne aussi une possibilité de pouvoir accéder au métier peut-être un peu plus facilement. J'en parle parce que je crois que c'est aussi des choses qu'en France, je pense que ça me manque beaucoup. En fait, je continue donc à avoir ce rapport avec l'Autriche, parce que je pense aussi c'est que justement
de pouvoir donner l'accès à des projets justement aux jeunes architectes. C'est quelque chose qui est important et en fait c'est une sorte de cercle vicieux. En fait, si tout marche par les références, et le cercle s'enferme encore plus. Si ça marche par un bilan économique d'une agence, par le nombre de collaborateurs, etc., pour être sélectionné à des projets. Et je pense que c'est un des sujets qu'il faudrait que vous revendiquez, c'est qu'il y a plus de concours ouverts à peut-être plus d'équipes avec d'autres critères qu'on installe aujourd'hui. Parce que, et j'en parle parce que c'était justement ça, peut-être qui m'a permis d'acquérir un certain nombre de références et qui finalement m'a permis de participer donc à un concours à Paris pour la passerelle Simone de Beauvoir, qui était un concours sur invitation où on m'a dit après, en fait, le jury a un peu désespérément cherché la jeune équipe française technique, un peu technique, en fait, qui avait cette approche-là. Et c'est un peu comme ça que j'étais parmi des architectes de assez grand renom. J'étais sélectionné, je pouvais participer. Et finalement, donc, j'avais la chance d'être lauréat du concours. Et avec un projet, je pense, qui est convaincu et ça a duré 8 ans pour la réaliser. Et donc, que finalement, ça fait 2 ans que la passerelle existe. Et il paraît qu'elle marche bien. Moi, personnellement, je suis extrêmement content quand je vois qu'il y a beaucoup de gens qui l'utilisent. Et que c'est vraiment un lieu finalement, un lieu beaucoup plus qu'un lien, que les gens viennent sur la passerelle, que maintenant les bateaux-mouches aussi, ils viennent jusqu'à la Bibliothèque de France, et ça pas depuis que la Bibliothèque de France a été construite, mais depuis tous les quartiers se fait autour, et que finalement en fait la ville de Paris s'étend vraiment beaucoup plus vers l'est, et il y a donc vraiment des ambiances, des lieux dans ces quartiers-là qui valent le déplacement.